Avant de commencer, je voulais vous dire un truc super cool. Le samedi 27 juin, je serai à la Fnac de Limoges de 14h à 16h pour une séance de dédicace de mon livre. Évidemment, vous pourrez l'acheter sur place si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi venir avec votre exemplaire. Il n'y a aucune obligation d'achat. Franchement, ça me ferait super plaisir de pouvoir discuter un peu avec vous, échanger autour du livre, de la chaîne, ou même juste dire bonjour. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Pour le moment, c'est la seule séance de dédicace prévue, donc j'espère vous y voir nombreux. Vous savez, ce qui me choque le plus dans ce transfert, c'est pas juste que Giannis ait quitté Milwaukee, c'est que plus j'y pense, et plus j'ai l'impression que les Bucks n'avaient pas trop d'autres chemins possibles. Parce que cette nuit, on a vécu un moment historique. Giannis Antetokounmpo, le meilleur joueur des Milwaukee Bucks, celui qui a mené la franchise au titre en 2021, a été transféré au Miami Heat. On savait que c'était impossible, il y avait de grosses rumeurs, mais tant que c'était pas officiel, ça restait assez difficile à imaginer. Et maintenant, les questions tombent de partout. Est-ce que le Heat revient dans la course au titre? Est-ce que les Bucks ont récupéré assez en échange? Et est-ce que Giannis, lui, va pouvoir vraiment relancer sa carrière à South Beach? Et Boston dans tout ça, en affichant partout que Jaylen Brown pouvait partir. Est-ce qu'ils se sont pas tiré une balle dans le pied? Mais allez, avant de rentrer dans le dur, petite parenthèse rapide, les sondages Instagram sont en pause en ce moment, vous l'avez sûrement vu. Parce qu'entre la draft, la free agency et les trades qui peuvent tomber n'importe quand, comme celui-ci, il y a énormément de choses à traiter en cette période. Mais allez quand même me suivre là-bas, les sondages reviendront vite, ça reste le réseau où je suis le plus actif, celui où je vous réponds le plus, et celui où vous pourrez vous tenir quotidiennement au courant de mon actu. Puis pareil, si vous découvrez cette chaîne, pensez à vous abonner également ici, si vous voulez avoir toutes les infos qui tombent quasiment en direct dans les prochains jours. Mais ouais, dans cette vidéo, on va reprendre tranquillement la bombe de cette nuit, voir ce que Milwaukee a vraiment récupéré, pourquoi Miami a cassé son roster, et surtout, essayer de comprendre si ça change vraiment quelque chose dans la hiérarchie actuelle en NBA. Parce que les réactions à chaud, les grandes phrases sur Twitter, les trades gagnés, trades perdus, tout ça c'est bien, mais derrière, il faut analyser ce que ça raconte vraiment, même si moi aussi je fais ça à chaud. Franchement, plus je creuse le dossier, et plus j'ai l'impression que certains détails pourraient finalement avoir plus de sens que prévu. Alors installez-vous bien, rafraîchissez-vous, nous on va parler du transfert qui sera probablement même à la fin le plus important de cette intersaison. Bon déjà, avant de distribuer les bons points et les mauvais points, il faut remettre le deal à plat. Parce que cette nuit, en lisant certaines réactions sur les réseaux, on aurait dit que Milwaukee avait envoyé Giannis contre Tyler Herro et juste 2 tickets resto, alors que le package est quand même beaucoup plus lourd. Miami récupère Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis. Milwaukee reçoit Herro, Kelly Oubre, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakuzionis, le pick 13 de la draft 2026, 2 premiers tours non protégés en 2031 et 2033, un swap en 2030 et un second tour en 2033. À savoir aussi, vu que le deal pourra être officialisé seulement à partir du 6 juillet, il pourrait encore bouger un peu. Et je vais vous avouer un petit truc, sur ce coup-là, je suis assez fier de moi. Dans ma vidéo sur les destinations possibles pour Giannis, j'avais imaginé un package autour de Herro, Ware, Norman Powell et 3 premiers tours. Bon, c'est pas exactement ça, je vais pas faire le mec qui avait tout prévu non plus, mais franchement, on n'était pas très loin, et ça montre surtout que pour récupérer Giannis sans toucher à Bam, Miami devait envoyer presque tout ce qui avait de la valeur dans son roster. Maintenant, je pense qu'il va falloir mettre un petit peu des visages sur ce package pour mieux comprendre. Côté Heat, la pièce centrale évidemment c'est Giannis, il a 31 ans, seulement 36 matchs joués cette saison, mais encore près de 28 points, 10 rebonds et plus de 5 passes à plus de 60% au tir. Donc on ne parle pas d'un vieux nom qu'on récupère pour faire joli sur l'affiche, on parle encore d'un des meilleurs joueurs du monde. Il lui reste une saison garantie à près de 59 millions, puis une player option autour de 63 millions. Donc Miami récupère une superstar, mais aussi un gros dossier d'extension. Et avec lui arrive Bobby Portis, vétéran énergique, intérieur capable d'évoluer sur les postes 4 et 5, et membre important du titre en 2021. Par contre, du côté de Milwaukee, le retour, lui, est beaucoup plus varié. Tyler Herro, c'est évidemment le nom le plus connu, All-Star en 2025, quasiment 20 points de moyenne à Miami, et en plus, il vient du Wisconsin. Derrière, Kelly Oubre est sûrement le pari le plus intriguant. 22 ans, 2m13, presque en double-double de moyenne, de la protection de cercle, un petit tir extérieur, du potentiel, c'est pas mal. Jaime Jaquez Jr., lui, arrive comme un ailier déjà productif, autour de 15 points, 5 rebonds et presque 5 passes. Il est super polyvalent. Enfin, Jakuzionis, seulement 20 ans, a déjà montré des choses intéressantes, et il peut être un joli pari pour le futur. Mais le truc à surveiller le plus, c'est peut-être la draft, je pense. Milwaukee récupère pas mal d'assets dans cette histoire. Le pick 13 qu'ils pourront utiliser dès ce soir, puis 2 premiers tours non protégés en 2031 et 2033, plus un swap en 2030. Ça peut sembler lointain, mais c'est justement le principe. En 2031, Giannis aura 37 ans. En 2033, il en aura 39. Personne ne sait à quoi ressemblera Miami à ce moment-là. Ces choix peuvent avoir énormément de valeur pour John Horst, ou alors beaucoup moins, selon le contexte. Mais au moins, il redonne aux Bucks un truc qu'ils n'avaient plus vraiment, de la souplesse
souplesse pour le futur. Et au passage, faut quand même parler rapidement de Boston, j'y tiens. Les Celtics étaient aussi très sérieux dans ce dossier. Leur offre tournait autour de Jaylen Brown et 2 premiers tours de draft. Oui, Jaylen Brown, champion NBA, MVP des finales 2024, pas le 8e homme de la rotation. Milwaukee a préféré le volume de Miami, la jeunesse, les contrats plus souples et les pics. Mais quand même, ça veut dire que pour la 2e fois en quelques années, Boston était prêt à mettre Brown dans une discussion pour une superstar. Je sais pas ce que Jaylen en pense aujourd'hui, mais à mon avis, il a dû bien surveiller son téléphone cette nuit. Bon, maintenant qu'on sait exactement qui a bougé, on peut se poser les vraies questions. Est-ce que Milwaukee a réussi à récupérer ce qu'il fallait et à tourner la page Giannis proprement? Pour les Bucks, il faut partir d'un truc simple. Ils ne remplacent pas Giannis. Personne ne remplace Giannis. On parle du meilleur joueur de l'histoire de la franchise, d'un double MVP, d'un MVP des finales, du gars du titre 2021, le plus gros visage. Les Bucks ne récupèrent pas un nouveau Giannis, ils récupèrent une porte de sortie assez inédite. Je pense que là, Milwaukee a compris que la porte était en train de se fermer et qu'elle était plus assez crédible, l'ouverture qui est restée, pour continuer à construire autour du grec. Giannis n'avait plus qu'une saison garantie, puis une player option, et ça, dans la NBA actuelle, ça pèse lourd. Même un joueur aussi fort, à 31 ans, avec une saison compliquée physiquement et aucune garantie long terme, ça se vend pas comme un Giannis Prime verrouillé pour 4 ans. Les Bucks vendaient encore une superstar immense, oui, mais dans une situation fragile. C'est aussi pour ça que le fait de choisir comme partenaire de trade Miami plutôt que Boston, ça devient assez révélateur. Avec Jaylen Brown, Milwaukee récupérait le plus gros nom disponible, un All-Star encore dans son prime, sauf que derrière tu prends aussi un énorme contrat de pics qui risque de ne pas valoir grand chose et une équipe peut être coincée dans le ventre mou. Miami sur le moment ça fait moins rêver, mais c'est plus large. Hero, Ware, Raquez, Jakusionis, le pic 13, 2 premiers tours très lointains, un swap, les Bucks choisissent de multiplier les options plutôt que la hype. Et niveau argent, évidemment, là aussi, ça fait bouger pas mal de choses. Avant de tout tourner autour d'une seule obligation, gagner tout de suite avec Giannis, et Milwaukee avait déjà beaucoup cramé d'assets avec les moves précédents, surtout avec le dossier Lillard qui laisse encore de la dead money pour plusieurs années dans la masse salariale. Là, les Bucks récupèrent Hero sur une dernière année à environ 33 millions, puis plusieurs joueurs sous contrat rookie. Ware, Raquez, Jakusionis, ils coûtent moins cher, ils sont plus facilement contrôlables, et ils redonnent un petit peu d'air dans les finances. Par contre, on va pas faire comme si tout d'un coup était réglé pour les Bucks. Le roster de Taylor Jenkins reste bizarre, il y a encore Miles Turner, Kyle Kuzma, Kevin Porter Jr., Ryan Rollins et maintenant Hero, Raquez, Jakusionis et Ware. On n'est pas sur un nouveau départ à partir d'une page blanche, non, on est sur une copie qui semble déjà pas mal raturée. Hero peut assumer du scoring tout de suite, mais la timeline, franchement, elle est pas évidente. Il peut devenir un pont entre deux aires ou carrément un actif à retransférer si Milwaukee veut encore accumuler des assets. Du coup, je vais pas mentir, le pari qui me chauffe le plus dans ce dossier pour Milwaukee, c'est Kelly Ware. Ware, c'est le profil qui peut vraiment changer la perception du deal si ça explose. Il est immense, mobile, il prend des rebonds, il protège le cercle, il a même montré un petit tir extérieur sympa, mais c'est pas encore un joueur fiable tous les soirs. À Miami, il n'a jamais totalement gagné la confiance de Spoelstra. À Milwaukee, il aura peut-être plus d'occasions pour jouer, apprendre, se tromper sans finir direct sur le banc. Et si Turner bouge un jour, et à mon avis c'est dans les cartons, Ware peut devenir le pivot du futur chez les Bucks. Raquez, lui, c'est moins spectaculaire, mais mine de rien, j'aime beaucoup ce profil de joueur intelligent. Il sait jouer au basket, tout simplement. Il peut couper, passer, attaquer un mismatch, prendre un rebond, connecter le jeu. C'est probablement pas une future superstar, mais pour une équipe qui vient de perdre énormément d'identité, ce genre de joueur compte. Derrière, Jakusionis, c'est plutôt un pari de développement, même s'il a montré qu'on pourrait sûrement compter sur lui à l'avenir. Et le pick 13, lui, arrive tout de suite pour ajouter une vraie pièce au projet. Mais voilà, on va pas se mentir, tout ça reste quand même très incertain pour la franchise du Wisconsin. Les Bucks récupèrent beaucoup de cartes, mais pas forcément la carte qui change tout. Hero est bon, Raquez est solide, Ware a du potentiel, Jakusionis est un bon prospect, les pics 2031 et 2033 peuvent devenir énormes, surtout quand Giannis sera en fin de carrière. Mais aujourd'hui, ça reste loin, très loin. Milwaukee ne récupère pas une nouvelle direction toute faite, il récupère une boîte à outils pour le futur, mais encore faut-il savoir bricoler avec cette boîte à outils. C'est pour ça que la suite, maintenant, elle se jouera surtout dans leurs décisions futures. Le vrai danger, ce serait de rester coincé entre deux eaux, une équipe pas vraiment compétitive, mais pas vraiment en reconstruction claire non plus. Le boulot de Taylor Jenkins et du front office va être énorme, clarifier les rôles, décider quoi faire de Hero, Turner et Kuzma, développer Ware, intégrer le pick 13 et surtout accepter que l'après Giannis ne se réglera pas avec 3 réunions sur Zoom et un communiqué de presse optimiste. Donc oui, Milwaukee a récupéré de l'avenir. Maintenant, faut réussir à en faire autre chose qu'un simple joli tableur Excel. Côté Miami, on est dans une autre logique. Les Bucks voulaient sortir d'une histoire qui se terminait. Le Heat, lui, voulait relancer un truc qui tournait en rond. Miami restait sérieux, bien coaché, toujours pénible à jouer, mais plus vraiment assez fort pour faire peur aux contenders. Finale en 2020, finale en 2023, puis 2 sorties rapides et cette saison carrément pas de play-off. Tout était en train de lentement s'effondrer. En gros, Miami était dans une situation plus que relou. Un effectif très correct, mais pas assez bon pour être vraiment ambitieux.
Et ça, Pat Riley, on le connaît, ça lui donne des boutons dans le dos. Miami, c'est un gros marché. Là-bas, on ne veut pas tanker, ni attendre 3 ans avec un projet de développement et des grands discours. La maison a toujours fonctionné comme ça. On chasse la star. Morning, Shaq, LeBron, Bosh, Butler et maintenant Giannis. Quand un joueur de ce niveau devient accessible, Riley toujours essaie de placer ses pions, quitte parfois à sacrifier la moitié de son effectif. Et je pense que le vrai braquage dans cette histoire, c'est surtout d'avoir réussi à garder Bam. Parce que si Bam Adebayo partait dans le deal, l'histoire n'était pas la même. Miami récupérait Giannis mais perdait son socle défensif, son joueur maison, son deuxième pilier. En gardant Bam, le Heat crée un duo. Défensivement, sur le papier, c'est monstrueux. Bam peut switcher, défendre loin du cercle, tenir des extérieurs. Giannis peut redevenir un défenseur terrifiant sur les aides, couvrir du terrain, fermer la raquette. Avec Spoelstra derrière, ça peut vite devenir un enfer tactique d'attaquer cette raquette. Défensivement, j'ai envie de voir ça peut être complètement létal en termes de longueur, de mobilité et de physique. En attaque par contre, c'est un peu moins simple. Giannis reste l'un des meilleurs attaquants de la planète près du cercle. Même diminué cette saison, il compilait encore des stats de mammouth avec une efficacité à faire rougir un champ de tomates. Dès qu'il attaque, la défense bouge, les aides arrivent, les tirs s'ouvrent. Le souci, c'est qu'Giannis et Bam, ce sont pas des shooters naturels. Si Bam n'est pas vraiment respecté derrière l'arc, le spacing peut vite devenir un gros souci. Parce que ouais, maintenant il n'y a plus Tyler Herro pour écarter le jeu. Herro c'était le meilleur créateur extérieur du 8, le meilleur shooter en termes de volume, le gars qui pouvait prendre un tir compliqué quand l'action elle-même devenait compliquée. Son départ laisse un vrai trou sur le backcourt, Davion Mitchell peut défendre très fort, Powell devient capital s'il reste, Wiggins peut aider par sa taille et par son shoot, mais Miami va devoir trouver de la création extérieure. En playoff, si tout finit en Giannis fonce dans le mur et on verra bien, ça peut vite devenir très limité en termes de solutions. Là, Spoelstra va devoir sortir les casseroles, faire des tests et vite trouver la bonne recette. Miami ne va pas juste copier les systèmes de Milwaukee avec le grec, Spoelstra va devoir inventer sa version du jeu avec Giannis, plus de transition, plus de mouvement, plus de end-off avec Bam, plus de line-up défensif qui court après les stops. Dans tout ça, Bobby Portis est loin d'être un détail, c'est pas Giannis évidemment, mais c'est un vétéran dur, capable de jouer de bonnes minutes, de prendre des rebonds, de mettre des points en sortie de banc. Miami perd Ware, un pari jeune, il récupère Portis, un joueur prêt qui sait ce que gagner implique. Niveau finance par contre, faut le dire, là on est sur un vrai all-in. Giannis arrive avec un salaire énorme, près de 59 millions la saison prochaine, puis une player option autour de 63 millions. Miami ne fait pas ce trade pour le louer 3 mois et lui dire merci. L'idée sera de le prolonger avec un contrat massif. Le Heat engage donc une grosse partie de son avenir sur un joueur qui aura 32 ans en décembre, encore dominant, mais qui sort aussi d'une saison à seulement 36 matchs. Si son corps tient, c'est génial. S'il lâche, il n'y a plus beaucoup de plan B. Parce que Miami a quand même vidé une bonne partie de son chargeur avec ce deal. Herro, Ware, Raquez, Jakusionis, le pic 13, les pics lointains, tout ça, c'est parti. Miami a trouvé sa star, mais la franchise doit reconstruire presque tout le reste autour, et c'est là que l'organisation va devoir prouver sa force. Le Heat a souvent su fabriquer des role-players, relancer des vétérans, trouver des gars sous-cotés. Là, ils n'ont plus le choix, il faut recommencer et faire encore mieux. Résultat, par contre, ça, c'est pas négligeable, le plafond du Heat vient de complètement exploser. Le trade ne règle pas tout non plus, mais Miami tient enfin le pilier de l'ère post-Jimmy Butler après quelques temps d'errance. Maintenant, il reste une belle liste de galères à régler, le spacing autour d'Giannis et Bam, la création sur le backcourt, la profondeur, les éventuels soucis de santé, les futurs contrats. Ce n'est pas encore une équipe complète livrée clé en main, c'est une équipe qui a trouvé sa pièce principale, maintenant il faut construire autour, vite, et surtout ne pas se rater. Mais franchement, dans la logique Riley, c'est exactement le genre de pari que Miami devait tenter, et je pense que c'est bien joué. Alors si je dois faire le bilan à chaud, je vais pas vous vendre ça comme un trade win-win tout mignon. Miami prend le gros pari, Milwaukee limite la casse et pense au futur. Le Heat récupère le meilleur joueur, donc forcément, à première vue, c'est Miami qui gagne. Quand tu transformes Herro, Ware, Raquez, Jakusionis et des pics en Giannis, tout en gardant Bam en plus, tu fais ce qu'une franchise ambitieuse doit faire, ça me va. Par contre, tranquille, je pense pas que ça veuille dire que Miami devienne un favori automatique. Est-ce que le Heat devient un outsider, voire même un contender pour le titre? Oui, clairement. Est-ce que j'en fais le favori numéro 1 dès aujourd'hui? Non. Giannis et Bam avec Spoelstra, c'est une base qui peut faire trembler n'importe qui. En playoff, personne n'a envie de croiser ça. Mais autour, il reste d'énormes trous. Spacing, création extérieure, profondeur, santé d'Giannis, le cas Norman Powell, le cas Andrew Wiggins, il y a encore beaucoup de boulot urgent à régler. Mais franchement, j'ai tendance à y croire. S'il y a bien un coach qui est capable de faire quelque chose avec 3 bouts de ficelle, c'est Spoelstra. Riley devra faire le job. Des shooters, des vétérans, des joueurs de rotation. Miami en a souvent trouvé, et ça peut se récupérer sans trop de difficultés. Une superstar de ce niveau, par contre, ça ne se fabrique pas dans un labo à South Beach. Le Heat était coincé dans une zone grise. Là, ils en sortent d'un coup. Ils prennent un risque énorme, oui, mais rester moyen pendant que Bam avance dans sa carrière, c'était pas beaucoup plus rassurant. Maintenant, côté Bucks, forcément, c'est quand même une autre ambiance. Milwaukee perd son meilleur joueur all-time. Émotionnellement, symboliquement, sportivement, impossible de sortir le grand sourire et de dire super affaire les gars. Mais dans le contexte, les Bucks récupèrent quand même des choses. Herro peut scorer, Raquez s'est déjà joué, Ware a un vrai potentiel, Jakusionis a du potentiel lui aussi. Le pic 13 arrive tout de suite et les pics 2031 et 2033 peuvent devenir précieux. Ce
package ne donne pas un nouveau franchise player, mais il donne plusieurs pistes pour la suite. C'est pour ça que le vrai jugement devra attendre, je veux pas me mouiller tout de suite, mais pour l'instant, j'ai l'impression que les deux équipes ont récupéré à peu près ce qu'elles voulaient. Le truc par contre, c'est que si Milwaukee garde Hero sans vraie direction et reste bloqué dans le ventre mou, ce trade vieillira mal. Si les Bucks le transforment en asset, développent Ware, choisissent bien à la draft et construisent patiemment, le deal peut devenir une vraie base pour l'après Giannis dans quelques années. Le souci, c'est qu'ils ne contrôlent pas parfaitement leur futur immédiat. Donc là, les cartes récupérées, il va falloir les jouer proprement, pas le choix. Par contre, pour Giannis, j'adore le timing, il est quand même passionnant. Le grec n'était pas cramé, ses chiffres étaient encore énormes, il avait juste besoin d'un nouveau contexte. À Milwaukee, le cycle était fini. À Miami, il retrouve un coach d'élite, une organisation forte et un partenaire idéal avec Bam. Le risque, c'est son corps, mais s'il arrive frais au printemps, il peut vite rappeler à tout le monde qu'on parle encore d'un joueur terrifiant. Par contre, je veux pas finir sans un petit mot pour Boston, j'ai quelques inquiétudes les concernant, et peut-être qu'au final, c'est eux les grands perdants de ce deal. Les Celtics ratent Giannis, déjà c'est pas rien, mais surtout Jaylen Brown sait maintenant publiquement que son nom était sur le marché. Oui, c'était pour Giannis, pas pour n'importe qui, ça explique le contexte, mais humainement, c'est jamais neutre, surtout que son nom avait déjà circulé pour l'affaire Kevin Durant. Boston reste une très grande équipe évidemment, mais dans cette histoire, ils perdent une opportunité énorme et vexent potentiellement encore une fois l'un de leurs piliers essentiels. Alors au final, si je dois conclure pour cette vidéo, mon bilan, le voilà. Miami est le gagnant immédiat, Milwaukee est le perdant symbolique, même si stratégiquement c'est pas forcément idiot ce qu'ils ont fait. Giannis gagne une nouvelle fenêtre de titre et doit être heureux. Boston par contre perd une occasion énorme et peut-être un peu de tranquillité en interne. Ce trade, il vient surtout d'un contexte. Miami avait besoin d'une superstar, Milwaukee devait éviter de trop laisser traîner l'affaire Antetokounmpo pour éviter que sa valeur chute, et Giannis, lui, voulait rejouer le titre. Là-dessus, tout le monde est content, mais au bout du compte, l'équipe qui récupère l'élément le plus rare dans cette ligue, bah c'est Miami. Donc voilà mon bilan à chaud concernant ce transfert, maintenant j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Le Heat devient-il immédiatement candidat au titre? Les Bucks, eux, est-ce qu'ils ont récupéré assez en échange de Giannis? Et est-ce que les Celtics, ils ont fait une vraie grosse boulette là avec cette histoire pour Jaylen Brown? Dites-moi tout ça dans les commentaires parce que là, franchement, il y a débat dans tous les sens, je trouve. Ensuite, si vous avez kiffé, pensez à la booster cette vidéo, s'il vous plaît, ça aide énormément à la pousser dans l'algorithme YouTube. Enfin, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner sur la chaîne parce qu'avec tout ce qui pourrait arriver là dans les prochains jours, ça se peut que je sois amené à bosser sur des trucs complètement dingos qui vont sortir ici. Allez, merci pour tout la team, merci pour votre écoute, et nous, comme d'habitude, on se retrouve direct juste en dessous dans la section commentaires.